Bonjour, marhaba, soyez bienvenue. Mon masterclass. Moi, c'est Keiji Nakajima. Le thème de cette masterclass est enseignement des mathématiques au primaire et au collège, meilleures pratiques du Japon. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Keiji Nakajima, consultant senior chez Koei Research Consulting Inc., KLC. Ce n'est pas KFC, Kentucky Fried Chicken. KLC est spécialisé coopération internationale, projet de coopération internationale. J'ai été enseignant au Japon pendant 10 ans. Et d'après, puis j'ai commencé à travailler avec la JICA dans la coopération internationale en éducation. J'ai eu l'expérience de travailler dans le projet de Madagascar, Jordanie, Amérique centrale, surtout Salvador. Mes domaines d'expertise sont le curriculum, l'enseignement des mathématiques et la formation des enseignants. Et désolé, je ne maîtrise pas parfaitement le français. Donc, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Et en plus, je vais parfois consulter, comme maintenant, mes notes sur mon téléphone. Merci de votre compréhension. Et maintenant, dans le cadre du projet de JICA, ici, Morocco, je travaille comme expert des mathématiques, enseignant en mathématiques. Et il s'appelle PIC2. Il est mon collègue Abdelhak. Alors, dans le cadre du projet de JICA, j'ai eu chance d'observer des cours au Maroc. J'ai un profond respect pour les acteurs de l'éducation au Maroc. Les enseignants, et, les enseignants marocains s'engagent avec beaucoup d'efforts. Les élèves montrent une attitude d'apprentissage remarquable. Tous les acteurs de l'éducation travaillent ensemble pour améliorer le système. C'est une dynamique que j'admire profondément. Donc, j'espère que cet atelier pourra contribuer, même modestement, à vos efforts. Okay. Non, attends. Ah bon. Oui, oui, c'est ça, activité. OK, tout d'abord, on va commencer par une petite activité pour se détendre et se concentrer. Je vais laisser le mouchoir. L'air. Quand il est en l'air, applaudissez s'il vous plaît. OK? Ah, pas encore. Pas encore. Quand je rattrape, arrêtez. D'accord? OK, on va essayer alors, ensemble. Ici. Ah, d'accord. Applaudissez. Excellent. Autrefois. On continue. Regardez bien. Super. La dernière. OK, maintenant, tout le monde se concentre. Cette activité, on peut l'utiliser dans le classe normale pour se concentrer, les élèves. Alors, on passera le contenu principal. Les objectifs de l'atelier sont les suivants.
proposer des moyens concrets pour enrichir l'enseignement explicite en s'appuyant sur les pratiques de classe japonaise. Il s'agit notamment de montrer comment la responsabilité de l'apprentissage peut être progressivement transférée de l'enseignant vers les élèves, afin de favoriser l'engagement actif et significatif. Le contenu de l'atelier d'aujourd'hui, il y a 4 parties. Premièrement, susciter la curiosité intellectuelle en mathématiques, l'importance de l'apprentissage collaboratif, et puis l'importance des activités manipulatives. Enfin, l'importance du temps d'apprentissage actif des élèves. Okay. Maintenant, je vais expliquer l'éducation mathématique au Japon. Normalement, généralement, l'éducation mathématique au Japon s'appuie sur une approche centrée sur la résolution du problème. Donc, il y a 5 étapes. Premièrement, introduction du problème. Puis, travail individuel et discussion. Synthèse et exercice. Dernièrement, réflexion. Au Maroc, selon ma compréhension, notamment collège pionnière, il y a 5 étapes aussi. Ouverture de la séance, modélage, pratique guidée, pratique autonome, clôture de la séance. Et concernant le modélage au Maroc, l'enseignant montre et guide. Au Japon, l'enseignant et les élèves construisent ensemble. Les deux sont importants, mais dans les deux cas, l'objectif est commun. Réduire progressivement l'intervention de l'enseignant afin de permettre aux élèves de résoudre les problèmes de manière autonome. Okay. Alors, partie 1. Stimuler la curiosité intellectuelle des élèves en mathématiques. On va faire ensemble. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand on inverse les chiffres? Pensez à un nombre à 2 chiffres dans votre tête. Inversez les chiffres, puis calculez la différence entre les 2 nombres. Par exemple, si on a choisi 72, le nombre inversé, c'est, oui, c'est ça, 27. La différence, ça fait, la différence, 72 moins 27, ça fait 45. C'est ça? Et si l'on choisit 62, par exemple, on continue alors. Donc, pensez à un nombre à 2 chiffres dans votre tête, par exemple. Quelqu'un, okay. Monsieur, pouvez-vous choisir un nombre à 2 chiffres, s'il vous plaît? 61, parfait. En cas de 61, attendez. En cas de 61, le nombre inversé, c'est exactement 16. Donc, 61 moins 16, ça fait combien? 40 exactement, super, madame. 45. Et l'autre exemple? Ok, madame, autre chiffre, s'il vous plaît? 98. Ok. 98. 98, c'est grand nombre. 98. Donc, le nombre inversé est exactement 89. Donc, ça fait 9. Alors, maintenant, oui. Un autre exemple. Okay. 18. En cas de 18, le nombre... Ah, ok, 81. Non? 18 moins... Ah,
En cas de ça, la différence, c'est on fait comme ça, 81 moins 18. Pratiquement. Pratiquement. Donc ça fait 63. Et maintenant, est-ce que vous voyez une régulation concernant la réponse, les résultats? Oui. Oui. D'accord. Alors, les résultats de cette suite ou bien équation, c'est toujours un multiple de 9. Exactement, c'est correct. Correct. Donc, est-ce que c'est toujours comme ça? Oui. 5 égale à 9 et 3 plus 6, c'est 9. 9. Est-ce que vous avez saisi ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez saisi? Donc, on a 4 plus 5, c'est 9. 3 plus 6, c'est 9. Et le résultat de 43 moins 38 égale à 9. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, donc, mais pourquoi? Mais pourquoi? Regardez ça. Et qu'est-ce qui se passe-t-il quand on inverse les chiffres? Si on note le chiffre de dizaine, M, le chiffre de unité, N, tout nombre de chiffres s'écrit 10M plus N. Vous voyez? J'ajoute. Donc, en cas de 72, N égale 7, N égale 2. Donc, 10 fois 7 égale à plus 2 égale 72. Le nombre inversé est inverse. 10 fois 2 plus 7 égale 27. Donc, ainsi, comme ça, 10M plus N moins parenthèse 10N plus M égale 10M plus N moins 10N moins M. Ça fait finalement, dernièrement, 9 parenthèses M moins N. Donc c'est toujours un multiple de 9. D'accord? Donc, à travers de cette activité, j'aimerais présenter les stratégies pour développer les compétences de calcul de base et la pensée mathématique. Passer d'exercices répétitifs à des situations problèmes stimulants qui insistent les élèves à calculer et à vérifier par eux-mêmes. Ils résolvent alors de nombreux problèmes de manière naturelle. L'objectif est de développer une pratique de calcul fondée sur la réflexion. Au Japon, un des critères d'évaluation est la capacité des élèves à s'engager activement dans l'apprentissage. Autre exemple, autre de stratégie, transformer les problèmes en situations proches du quotidien pour susciter l'intérêt des élèves. Par exemple, utiliser les prénoms des enseignants ou des élèves dans les énoncés pour les rendre plus familiers. Autre exemple, on ne dit pas quelle distance parcourez-vous si un pas mesure 1,3 mètres. Combien de pas faut-il pour aller de l'école à la maison? Comme devoir compter le nombre de pas et calculer la distance, par exemple. Et l'autre exemple, estimer une surface. Calculer approximativement la surface de sa propre main. Et autre, utiliser des objets du quotidien comme support pédagogique. Par exemple, un plat à tagine, un ticket de train, comme ça, concernant volume de con.
avec le tagine et chercher des nombres premiers avec les chiffres d'un ticket, par exemple. Alors maintenant, on va passer partie 2, l'importance de l'apprentissage collaboratif. Ça, c'est le calendrier de mars 2026. Que se passe-t-il quand on entoure 3 nombres sur un calendrier? Par exemple, ici, 10, 11, 12. Le somme est 33. Et autre exemple. Ici, 3, 4, 5. Ça fait et oui, un multiple de 3. Est-ce qu'un hasard, on peut essayer naturellement l'autre exemple? Et si l'on prend 3 nombres verticulairement, par exemple ici, 14, 21, 28, égale le somme 63. Donc, c'est toujours un multiple de 3. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On a envie d'essayer plusieurs cas en testant différents nombres. On parvient à une conclusion. C'est une approche inductive. Et on va généraliser. Si l'on note le nombre de milieux n, il s'écrit parenthèse n-1 plus n plus n plus 1. Ça fait 3n. En cas de verticulaire, 7 jours par une semaine, n'est-ce pas? Donc, si on note le milieu 21, ici 21 moins 7. Donc, n moins 7 plus n plus n plus 7 égale 3n. Donc, comme ça, en généralisant, on met en évidence le mécanisme. C'est une approche déductive. Et dans ce page, j'aimerais demander de travailler ensemble, mais à cause de manque de temps, je omite cette activité. Désolé. Donc maintenant, je vais présenter les stratégies utilisées dans les classes japonaises. L'enseignant ne donne pas directement la réponse. Il guide les élèves pour qu'ils la découvrent eux-mêmes. Tout à l'heure, cette madame a découvert la réponse. La pratique guidée inclut ainsi l'apprentissage entre pairs. S'il y a des élèves qui comprennent rapidement, ils peuvent devenir mini-enseignants, petits enseignants. Mais il y a point d'attention, donner des indices plutôt que la réponse. Expliquer en tenant compte de la compréhension de l'autre. Cette approche structure la pensée et développe la métacognition, renforcer les compétences en communication.
Et autre stratégie est capter l'intérêt des élèves. Susciter l'envie de comprendre. L'enseignant dit comme ça, pourquoi cela fonctionne-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans d'autres cas comme animateur? Soignez la mise en scène. Ne pas donner immédiatement l'explication, laisser un temps de réflexion. Et aussi poser des questions. À votre avis, que va-t-il se passer? Maintenant, partie 3. Approfondir la compréhension par une activité pratique. Des angles d'un triangle. Au Japon également, l'intégration des technologies éducatives progresse, mais on continue d'accorder une grande importance à des supports qui ne sont pas uniquement visuels. Désolé. Les apprentissages sont renforcés lorsqu'ils mobilisent non seulement la vue, mais aussi l'expérience concrète et sensorielle. À l'ère de l'intelligence artificielle, maintenant c'est ça, vous utilisez ChatGPT, non? Parfois, les expériences réelles prennent une valeur particulière. Donc maintenant, on va essayer, on va vérifier le somme de triangle. La somme de triangle est 180 degrés. Je prépare le triangle pour les participants. On va essayer ensemble. Vous pouvez. Oui, distribuer. Mon collègue Abdelhak va distribuer le petit triangle. Alors, première étape, on va écrire angle A, B, C à la papier. Ensuite, on va découper comme ça. Premièrement, ici, ça c'est angle A. Ça c'est angle A. Ensuite, ça c'est angle B. Donc maintenant, j'ai angle A, angle B, angle C. Et on va descendre. Abdelhak. B. Comme ça. Comme ça. Ensemble. Vous pouvez mettre. Et maintenant, angle A plus B plus C. Ça fait exactement. Super, super, super. Donc visuellement, on peut comprendre la somme de angles est 180 degrés. Merci beaucoup. Donc comme ça, on peut mémoriser la somme de angles d'un triangle est 180 degrés,
Mais c'est important, il est aussi important d'être convaincu. Ok, enfin, dernièrement, partie 4, garantir un temps d'apprentissage actif des élèves. Il s'agit d'un enseignement tiré de la recherche au Salvador. Au Salvador, il existe une stratégie basée sur trois composants, trois éléments. Accompagnement des enseignants, support pédagogique et de qualité, temps d'apprentissage actif suffisant. Lorsque ces trois éléments sont bien mis en œuvre, l'apprentissage des élèves s'améliore. Par exemple, dans ce graphique, ici à gauche, ça c'est avant de l'expérimentation. Donc, ligne rouge est le groupe traitement, ligne bleue est contrôle groupe contrôle. Et d'après un an, regardez ça, le groupe traitement va avancer beaucoup plus que le groupe contrôle. Ici, même si dans 2 ans, l'influence a continué durablement. Et cette étude a été menée par M. Maruyama et Kurosaki et publiée dans une revue académique internationale de haut niveau. Cette étude montre l'importance de garantir un temps d'actif autonome des élèves. Et garantir un temps d'actif autonome des élèves, idéalement 20 minutes par séance. Oui, je comprends, mais c'est pas facile. Même si la réalité est contraignante, difficulté de compréhension des élèves, prérequis insuffisants, oui, ça existe. Et que même dans la pratique japonaise, ce n'est pas toujours simple. Mais il reste essentiel d'assurer ce temps de pratique. En effet, ce temps est indispensable. On ne progresse pas sans pratiquer. Comme au football, sans toucher la ballon. Ok, comme annexe, je vais présenter les principes auxquels les enseignants japonais accordent de l'importance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle japonais? Ah non, je sais. Ah, vous. Et il y a une personne, il s'appelle Isoroku Yamamoto, il a dit montrer, expliquer, faire pratiquer et surtout valoriser les élèves. Sans cela, ils ne s'engagent pas. Donc, valoriser les élèves, c'est très important. Les enseignants japonais pensent comme ça. Ok, enfin, message clé. L'un des atouts des mathématiques est qu'elles permettent plus facilement que d'autres disciplines de ressentir les progrès à travers la capacité à résoudre des problèmes. Le fait de constater que ce que l'on ne pouvait pas faire hier devient possible aujourd'hui renforce l'estime de soi des élèves. Si nous parvenons à multiplier ces petites réussites, les élèves développent leur confiance en eux et pourront s'épanouir et réussir dans l'avenir. L'éducation construit l'avenir. Continuons à avancer ensemble.
Maintenant, la session de questions et réponses. Et cette part, je suis inquiété. Mais aussi, il y a quelques questions. Mais donnez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, merci à notre intervenant, merci de votre partage des bonnes pratiques japonaises afin d'interagir avec votre présentation. Je commence par une petite remarque en fait. Alors, pour vous, les bonnes pratiques, est-ce que vous distinguez entre les connaissances mathématiques conceptuelles et les connaissances mathématiques procédurales? Le calcul, tout ce qu'on fait de manipulation, c'est l'aspect de connaissance, je dirais, procédurale. Mais la connaissance conceptuelle, ça nous pose vraiment au Maroc un vrai problème. Ma deuxième question, vous avez parlé de comment rendre le problème une situation afin de donner l'envie. Moi, je vois le contraire. Il faut commencer par la situation afin de donner l'envie pour avoir le défi. Alors, une autre remarque à propos de l'étude de cas du triangle que vous avez présenté. Alors, je crois qu'il y a un point de vigilance quand même lorsqu'on fait cette activité avec les petites classes, les enfants de 6 ans dans notre programme. Le triangle, la notion du triangle, on présente à partir de deuxième année, voire troisième année. Alors, point de vigilance de cette activité, c'est, je vois qu'on consigne le triangle et on demande aux élèves de colorier les angles à étudier et laisser la liberté de découpage afin d'éviter, comme vous avez présenté, le découpage sous forme de triangulaire. C'est toujours, on va avoir des triangles avec 3 angles. Mais là, il faut éviter de découper les triangles sous forme d'une forme triangulaire afin de focaliser sur l'angle déjà colorié. Voilà, merci de ce précieux partage. Merci, monsieur, pour votre présentation enrichissante. Donc, moi, je rejoins l'idée de mon collègue et je peux intervenir de la façon suivante. Je me demande, ou bien je m'interroge sur la façon de faire. C'est-à-dire, et surtout pour les maths fonctionnelles, est-ce qu'on doit toujours se référer à des situations problèmes, des situations d'entrée, ou bien on doit mixer entre l'explicite, c'est-à-dire faire le modelage nécessaire, et après, dans l'évaluation, on peut trancher vers ou bien nous pouvons esquisser vers des situations problèmes pour évaluer les acquis d'apprentissage. Et merci. D'abord, je dis bonjour pour tout le monde. Merci, monsieur, pour votre leçon. Pour ce qui concerne la leçon des angles, si un apprenant te pose une question pendant la leçon, à quoi sert l'apprentissage des angles? Que sera-t-il votre réponse? Et merci. C'est un bon point. Oui, c'est toujours le mathématique. Je comprends. Oui, pour la réponse à la dernière question, oui, au Japon aussi, certains élèves posaient la question à l'enseignant. Pourquoi il faut apprendre le mathématique? Oui, donc toujours ma réponse est, c'est pas pour apprendre le concept mathématique. On apprend le penser, comment structurer différentes informations logiquement, c'est ça. Donc pour général, c'est ce qu'il faut apprendre le mathématique. Je ne sais pas si ma réponse marche. Et la réponse de... Ça va. OK. Et autre, concernant Les maths fonctionnelles se basent sur l'apprentissage par la résolution de problèmes, c'est ça? Et l'enseignement explicite se base sur
le modelage et les Mm. pratiques Mm. guidées et Mm. bien sûr Mm. pratiques autonomes. Mm. Est-ce qu'il y a des connexions entre les deux? Mm. C'est-à-dire, on procède par la présentation d'une situation d'entrée qui est situation de problème au début pour construire la notion mathématique, ou bien on laisse la situation problème au terme de la séance ou bien au terme de la leçon pour quand même travailler la fonctionnalité des maths. En bref, merci. C'est bon point. Et ça dépend du contexte, la caractéristique des élèves de chaque pays. Là, Japon, l'approche de problem solving a fonction, mais peut-être ici, ça ne fonctionne pas. Et l'enseignement explicite est très efficace pour les élèves du Maroc. Et dans la partie de défi, oui, au Maroc, on peut intégrer le problème, par exemple, quotidien. C'est structuré, c'est bien passé, je pense. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup Ouais. Oui. Donc, les deux approches sont fonction. Ça dépend du contexte. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, j'aimerais bien présenter un petit éclaircissement concernant la question de mon collègue. Selon, je dirais, Bissonnette et Marie Boquillon, qui est une chercheuse belge, spécialisée aussi dans l'enseignement explicite, le recours à l'enseignement explicite ou à l'apprentissage par la découverte, c'est-à-dire mettre les élèves devant une situation de problème dès le début, dépend de la situation, dépend du contexte. Je comprends bien que la question de mon collègue dépasse cette idée du contexte. Quand on a des élèves avancés et quand on a suffisamment du temps pour travailler et quand le savoir que l'on présente est un savoir déjà acquis ou un savoir qualifié de supplémentaire, ben, on peut recourir à l'apprentissage par la découverte, sachant que pour les théoriciens de l'enseignement explicite et l'apprentissage par la découverte se situent sur un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition entre les deux. J'ajoute à cela un concept véhiculé par les théoriciens de la charge cognitive, qui est le concept de l'inversion d'expertise. Ben, ils veulent dire par là que quand vous avez devant vous des élèves avancés et que le contenu est accessible à ces élèves, ben, on laisse l'enseignement explicite de côté et on adopte l'approche par la découverte. Je ne parle pas du contexte, bien sûr, mais de ce qui est effectif, des pratiques effectives. Je parle de manière générale. Merci. Merci une autre fois. Je reformule, je recontextualise. Ma question est la suivante. Est-ce que toute connaissance mathématique est explicitable? Aussi, aujourd'hui, nous attendons une réponse claire devant les postulats et les axiomes. Comment on va l'expliciter? Ma question était la connaissance procédurale et la connaissance conceptuelle. Donc, je le reformule dans ce contexte de l'enseignement explicite. Est-ce que, clairement, nettement, toute connaissance mathématique est explicitable? Et merci une autre fois. Ok, merci beaucoup pour votre commentaire. Oui, bonjour tout le monde. Merci sur cette séance de la comparaison de l'enseignement au Japon, des mathématiques au Japon et au Maroc. D'abord, pour le Japon, c'est à peu près ce qu'on a vu déjà. Il y a situation-problème et les étapes de Brosso et une synthèse. On a vu que pour cette expérience au Maroc, il y a un problème, un défi. C'est une expérience de plus de 30 ans. Alors, l'enseignement explicite au Maroc ici, ce n'est pas comme vous l'avez présenté, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'abord?
le modélage. Pour nous, les mathématiques, on a fait des problèmes. Toujours à la fin de la science, ce sont des défis. Ce sont des défis. En plus, il y a un exercice à la maison c'est comme situation problème, révision de la séance prochaine et préparation de la séance la préparation de la séance prochaine et révision de la séance déjà vue. En plus, il y a la pratique guidée, la pratique autonome. Pour la pratique guidée, on l'a fait comme ça. Ce n'est pas comme il y a d'abord un travail individuel, puis collectif. Pour le Japon, non. Il y a le travail collectif. Alors, on prépare l'élève à la pensée, oui, on le corrige, on fait l'autocorrection, et après, on vérifie la compréhension, la vérification de la compréhension de tous les élèves. Il y a des méthodes de vérification de la compréhension, et c'est une expérience qui a donné des bons résultats. Pour un point essentiel pour l'enseignement des mathématiques au Japon, c'est le calcul mental. Le calcul mental, il y a l'introduction de ce calcul mental au primaire, mais ce n'est pas de cette façon, parce que le calcul mental, on cherche les méthodes pour la mémorisation à long terme. On cherche le raisonnement. Voilà, merci pour votre Oui, merci beaucoup pour votre vos commentaires. leçon Oui, ici. comme vous Je avez vais ajouter seulement ces points. Ah, oui, comme vous avez mentionné, je pense qu'il n'existe pas de stratégie idéale parfaitement. Toutes les stratégies ont le point positif et point négatif. Donc, il faut essayer et adapter chaque stratégie avec la situation réelle. Oui. Monsieur, Merci. Oui. monsieur, merci pour votre intervention, merci beaucoup. Ma question est, d'abord, j'ai une remarque. Les situations problèmes, elles ne sont pas authentiques, elles sont similaires. Elles ne sont pas authentiques. Ça, c'est un obstacle pour les élèves. Quand une situation, elle n'est pas authentique, on ne peut pas le forcer à réfléchir et à penser, à interagir, à faire des réactions. La solution, c'est quoi? C'est quoi la solution? Et c'est bon. Il faut trouver les critères. L'explicite, dans l'explicite, on a décomposé les objectifs et on a fragmenté les apprentissages, mais une situation problème, elle fait appel à toutes les ressources. Déjà mobilisé, merci. Monsieur l'inspecteur, il me souffle. D'accord. Donc, la question, comment agir? Ouais. C'est difficile de répondre à cette situation. Je ne peux pas répondre à cette question, pardon. Mais je vais continuer à chercher la réponse, pardon. Mais un point, ça c'est valoriser. Si on trouve l'acte des élèves qui travaillent beaucoup, favoriser. Mais petit à petit, avec cet acte, tout le monde peut. Alors, bonjour. J'ai une question hors de sujet de problème et tout. J'ai fait une petite recherche sur la méthode d'enseignement au Japon. Et j'ai trouvé une méthode que je peux en savoir plus. C'est la méthode de lesson study. Voilà.
Alors, si vous pouvez nous donner plus d'informations, comment on peut l'appliquer, comment on peut le faire, comment on peut en bénéficier de cette méthode, s'il vous plaît. Vous connaissez beaucoup à propos de stratégie du Japon. Oui, et il y a, concernant formation d'enseignants, il y a une méthode, il s'appelle Lesson Study. Lesson Study est l'enseignant donne le leçon et autre prof observe cette séance. Et d'après cette séance, on discute comment on peut améliorer la séance. Donc ça, c'est non comme formation, le plus interactif. Oui, partager. C'est pas donner l'information. Partage chaque stratégie pour améliorer ensemble. Donc, dans le contexte Japon, ça fonctionne, mais je ne sais pas ici, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut bien considérer. Oui. Oui, la majorité des cas de lesson study au Japon sont inspecteurs. Salam alaikum. Alaikum salam. Monsieur, de vue, et toi devant nous, j'ai une remarque sur la façon que vous avez fait devant nous. C'est la flexibilité. La flexibilité de l'enseignant devant les élèves, c'est quelque chose de très important. C'est ça ce que je remarque pendant cette séance. Donc, c'est important. Et merci pour votre présence ici. À vous, merci. Oui, nous sommes très heureux et on a l'honneur d'assister à cette séance parce que ça nous donne beaucoup de choses. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à votre participation. Et je continue le travail dans le cadre du projet de JICA, PEC 2, ici au Maroc. Donc, je pense tout à l'heure, on va se rencontrer autrefois, prochainement. Merci beaucoup. Bonjour.